avec et je veux prévenir sur l'enregistrement. Une première partie avec Mélanie Gambino d'une demi-heure qui va donc nous présenter un point de vue sur la question des jeunesses et de la ruralité, qui sera la base d'une discussion et d'échanges durant une petite heure autour de ce sujet. Alors, tout de suite, je vous informe que la conférence va être enregistrée pour être diffusée sur nos sites institutionnels, voilà, de manière à ce qu'elle puisse être accessible aux personnes qui n'ont pu être présentes. Donc, bien évidemment, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez éteindre vos vidéos. Peut-être que de toute façon, pendant l'intervention de Mélanie, cela est-il souhaitable pour un meilleur flux. Voilà, mais donc c'est au choix selon, voilà, selon vos envies, on va dire. Pour les questions, comme nous sommes relativement nombreux, une cinquantaine à présent, vous pourrez les poser au fur et à mesure dans le chat. Donc, on se fera le porte-parole et notamment Cathy Séné se fera la porte-parole de vos questions. Je voulais vous dire aussi que du coup, voilà, non, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous propose de tout de suite laisser la parole à mon collègue Olivier Desmesures, qui va reprendre un peu l'historique de cette démarche, de cette volonté d'aborder ce sujet, avant de laisser la parole à Mélanie Gambino. Olivier, je te laisse la parole. Oui, peut-être merci rapidement pour essayer de donner un contexte aussi à ce cycle de conférences, en fait, puisqu'il y en aura 3 visioconférences. Il y a eu en fait une réunion importante qui a eu lieu en septembre 2019 et qui effectivement a été portée à l'initiative de nos 3 départements à caractéristiques rurales, puisque nous souhaitions, il y avait un fil conducteur qui était effectivement la présence de Mélanie Gambino dans nos 3 départements. Et l'idée, c'était d'ouvrir un groupe de travail interdisciplinaire sur les questions de ruralité et de jeunesse, en fait. Voilà, donc on est parti de cette rencontre qui s'est faite en présentiel pour le coup, parce qu'on pouvait à l'époque, en 2019, se rencontrer. Cette rencontre a eu lieu à Toulouse. Elle a été ouverte à la fois à des praticiens des questions de jeunesse, mais aussi des jeunes, puisqu'il y avait des jeunes en service civique dans cette réunion, des associations et puis des chercheurs. Je pense notamment donc aux 3 universités, la géographie à Toulouse, sciences de l'éducation aussi, puisqu'on est en lien avec Madame Borde, et puis aussi l'IUT de Figeac, puisque aujourd'hui on a la possibilité aussi d'avoir, je vois Christophe dans ça, qui fait partie du groupe de travail, de ce groupe de travail pluridisciplinaire et qui dirige l'IUT de Figeac et qui travaille sur les questions rurales et de jeunesse aussi, et puis des associations qui font partie de ce groupe-là. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de lancer un groupe de travail dans la durée et non pas et uniquement que sur des simples visios. Donc on est en train aussi de réfléchir sur la possibilité de faire des rencontres, pourquoi pas, soit entre des jeunes de nos départements, mais ça peut être aussi entre des élus, mais aussi des praticiens, mais aussi des chercheurs, puisqu'il y a des projets qui sont en cours, je pense notamment dans le Lot, la création d'un observatoire, on pourra en parler tout à l'heure. Voilà. Si mes 2 collègues veulent ajouter des choses, voilà, je leur laisse la parole rapidement. Merci en tout cas pour votre présence aujourd'hui, et merci à Mélanie, merci à Florence qui a coordonné cette action à l'échelle des 2 régions. Oui, alors peut-être un mot très rapide, si tu le permets, Olivier. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de ce collectif, et puis après, je laisserai un peu la parole à Cathy, mais peut-être pour compléter et amener un peu plus de sens. L'idée, c'était vraiment de réinterroger un peu les pratiques sociales des jeunes en milieu rural, de redonner un peu de place à cette typologie des publics, d'être aussi dans une démarche un peu comme l'a dit Olivier, d'interdisciplinarité, mais également aussi de diffusion au niveau régional des bonnes pratiques à partir des différentes expérimentations et initiatives qui sont déployées dans nos départements. Ça, c'était un élément pour nous qui était important, en tout cas dans le déploiement de ce collectif. Et puis, avec la mise en place de cette première
conférence de ce matin qui lance ce cycle, il y a aussi de manière intrinsèquement liée à ça le fait de consolider des connaissances communes sur à la fois les publics, les pratiques, afin de pouvoir commencer à acculturer un maximum d'acteurs sur nos territoires respectifs sur cette dimension de public jeunesse en milieu rural. Et puis, on pourrait dire qu'effectivement, il y a cette dimension de donner de la visibilité publique au rural en allant un peu plus vers les élus et puis surtout s'inscrire dans le temps et les territoires. Voilà un petit peu les objets que nous avions initiés au départ de ce lancement de collectif. Et effectivement, je remercie également Florence et Mélanie du travail qui est fait là par rapport à ce lancement de cycle. La Dragesse aussi, Occitanie, est associée par l'intermédiaire de Nicolas Remond, mais qui n'a pas pu être présent ce matin, sauf erreur de ma part. Mais voilà, si ce n'est que d'autres territoires ont fait partie du lancement de ce collectif et que ils sont bien sûr les bienvenus. Je pense au Gers, qui était parmi nous lors de la rencontre de septembre 2019. Voilà. Je ne sais pas si Cathy, tu veux compléter peut-être? Oui, alors compléter, non, je pense que vous avez tous les deux et Florence précédemment bien présenté l'ensemble du contexte. Moi, plus pour l'aspect technique, donc vous avez un chat comme invite à utiliser le chat pour réagir tout au fil de l'intervention de Mélanie. Alors, soit sur des questions, soit sur des réflexions. N'hésitez pas à échanger entre vous. Je prendrai moi note de tout ce qui se dit et ça alimentera le débat qui aura lieu à la suite de l'intervention de Mélanie. Donc, débat à l'écrit et éventuellement, Mélanie pourra peut-être solliciter des interventions à l'oral sur des questions pour demander par exemple des précisions ou pour un échange plus particulièrement passer par l'écrit pour plus de fluidité. Voilà, donc Mélanie, je te propose de démarrer. Eh bien, merci. Alors pour ceux qui ont un flux difficile, vous pouvez couper les caméras. Je vous partage la présentation que je vais essayer de dérouler en une demi-heure. C'est le temps qu'on a essayé de s'accorder. Par expérience, je sais que ces demi-heures-là sont parfois un peu longues en visio. Et donc, je vais essayer de vous accrocher sur ce sujet qui nous rassemble, celui de la jeunesse. Et donc, j'ai essayé de vous proposer une réflexion quand même sur cette jeunesse qui vit quand même dans un monde, en tout cas en France, vieillissant, une société qui est aussi urbaine. Et donc, pour questionner la place de ces jeunes ruraux. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette présentation, je voulais quand même me présenter puisque j'ai été sollicitée et je travaille avec ce groupe sur les questions de jeunesse parce que depuis le milieu des années 2000, je mène un travail d'observation, d'enquête participante dans des territoires ruraux, voire même très ruraux, sur les modes d'habiter, les pratiques, ce que font les jeunes, pour essayer d'avoir donc cette lecture qui est souvent une lecture très qualitative des pratiques sociales, des pratiques spatiales des jeunes qui vivent dans ces espaces ruraux, très ruraux. Et donc, comme vous le voyez sur la diapo, j'ai bien précisé ce mot que certains d'entre vous connaissent, j'espère. Je suis bien, donc j'enseigne la géographie et je fais de la recherche en géographie. Donc, ce qui veut dire que je m'intéresse particulièrement à l'espace, à notre environnement spatial, à ce qui construit les territoires, à l'appropriation de cet espace qui produit des formes et du territoire. Et donc, j'exerce cette activité d'enseignement au département de géographie à l'Université Jean Jaurès et dans une équipe de recherche qui s'appelle le LIST, le Laboratoire interdisciplinaire Solidarité Société, territoire. Donc voilà pour vous dire un peu quand même d'où je me permets
dire des choses sur ces jeunes ruraux en quête de reconnaissance. Alors, pour aller dans la première idée de cette société vieillissante dont je vous parle, je voudrais rajouter un point d'interrogation, parce que certains d'entre vous ont peut-être réagi en lisant ce titre. À l'échelle de la planète, nous ne sommes absolument pas une société vieillissante. Les jeunes n'ont jamais été aussi nombreux dans le monde. À l'échelle mondiale, il y a plus de 7 milliards d'habitants. Il y en a presque 2 milliards qui ont entre 10 et 24 ans. Et donc, à l'échelle mondiale, nous sommes bien dans une société de jeunes. Donc, il n'y a peut-être pas que les jeunes ruraux qui sont en quête de reconnaissance. Cette évolution démographique, c'est un marqueur, c'est une tendance forte de la démographie mondiale, mais ce n'est pas une tendance forte de la démographie française. Et donc, je me permets, pour accrocher votre attention, de vous présenter une diapo tout à fait passionnante avec des tableaux de chiffres. L'idée est que vous reteniez qu'en France, les moins de 20 ans font partie d'une minorité de la population, que les moins de 20 ans ont en proportion une importance qui décline. C'est le sens de cette colonne ici, si on regarde le pourcentage des catégories d'âge. Les moins de 20 ans, vous voyez, en 1998, à l'heure de la première Coupe du Monde de foot, ils représentaient plus d'un quart de la population française, ce qui a légèrement diminué. C'est aujourd'hui, y compris quand on compte des territoires jeunes comme Mayotte, on est aujourd'hui à moins d'un quart de la population, alors que les 75 ans ou plus, voire même les plus de 65 ans, eux comptent beaucoup plus dans la population française, dans le sens où leur proportion en pourcentage, comme on le voit sur ces colonnes-là, augmente beaucoup plus fortement. Les plus de 65 ans étaient 15% en 1998, ils sont aujourd'hui 20% de la population. Et donc, vous voyez que les courbes s'inversent, la proportion de jeunes diminue et la proportion de personnes plus âgées augmente, ce qui donne une particularité à chaque catégorie d'âge. Et pour les jeunes, eh bien, cette caractéristique qu'à l'échelle mondiale, ils sont dans une société très jeune, il y a des pays très jeunes, et la mondialisation est marquée par cette évolution-là, mais en France et aussi en Europe, nous sommes donc dans une société, dans une France vieillissante, qui doit du coup s'organiser pour faire place à toutes ces catégories d'âge. Comme je suis géographe, je voulais aussi, avant de rentrer dans les modes d'habiter des jeunes, je voulais questionner ce territoire qui est présenté comme un territoire urbain en France. Et donc, cette jeunesse vit en effet dans un territoire qui peut avoir une représentation qualifiée d'urbaine. Et c'est le cas de la carte que vous voyez avec des couleurs un peu jaunes, cette carte très récente que l'INSEE a produite l'année dernière, qui montre les aires d'attraction des villes selon le nombre d'habitants. Donc, l'INSEE essaie de représenter les territoires à l'échelle communale dans lesquels il y a un certain nombre d'habitants et des déplacements, domicile-travail, qui occupent les habitants et qui les rattachent, entre guillemets, à une ville. Ce zonage-là, il produit une représentation, comme vous le voyez, qui fait ressortir les grandes métropoles que nous avons en France, donc Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Strasbourg. Et ce zonage-là fait ressortir une France très urbaine parce qu'au-delà de ces grandes métropoles, on voit ces taches entre guillemets jaunes qui sont ces aires qui sont délimitées par un certain nombre de populations et les déplacements au domicile-travail qui se font autour. Ceci dit, ce choix des déplacements domicile-travail est relativement discuté actuellement puisque les déplacements domicile-travail ne touchent qu'une partie de la population, c'est-à-dire la population active, et donc pas tous nos jeunes. Et les déplacements domicile-travail ne représentent aujourd'hui qu'un tiers des déplacements que la société française, que nous effectuons quotidiennement. Ce ne sont plus tout à fait les déplacements majoritaires. Donc, cette France urbaine, elle est en effet assez caractéristique du territoire français. Elle fait ressortir des aires d'attraction des villes, mais elle a pour point faible de ne pas qualifier une grande partie du territoire français dans lequel il y a des populations qui vivent. Et elle a pour caractéristique de vouloir montrer l'attraction des villes et de ne montrer que ça. Or, il y a bien d'autres types de territoires
qui pourraient être nommés comme du rural, de la campagne, mais qui ne sont absolument pas visibles et nommés à travers ce type de représentation. Alors, pour prolonger le voyage, entre guillemets, géographique que je vous fais faire à travers ces cartes et ces zonages, je voulais porter à votre connaissance, mais vous le savez certainement déjà, hein, cette carte-là, qui s'appelle le zonage rural, qui a lui aussi été publié et diffusé fin année 2020, l'année dernière, et qui se base sur un critère peut-être moins discutable, mais sur une méthodologie un peu plus complexe, hein, qui se base sur la faible densité de population avec une méthodologie statistique que je ne vais pas développer ici parce que sinon je pense qu'on va se perdre et que ce n'est pas l'objectif. Et donc, grâce à la densité de population, forte ou faible, ce zonage rural fait ressortir une France bien différente de la France précédente que l'INSEE a décrit à travers l'aire d'attraction des villes. Le critère de la faible densité appliqué à notre territoire fait bien ressortir des zones de très forte densité que vous voyez en couleur chaude sur la carte. Donc, par exemple, c'est le cas sur les littoraux et on revient à la région Île-de-France, mais fait ressortir de larges portions du territoire très rural dans lequel les formes d'habitat, l'occupation des sols est marquée par le diffus, la disponibilité d'espace et donc marquée par cette moindre densité, cette basse densité. On a donc là qui coexistent deux représentations du territoire et il y a une lutte entre guillemets entre ces représentations. Pour vous donner la même indication, hein, le zonage en aire d'attraction, cette carte de l'INSEE en jaune, nous dit qu'il ne reste qu'il ne reste moins de 7% de la population qui serait rurale, selon cette carte-là. Alors que le zonage rural, cette carte qui utilise la faible densité comme seul indicateur pour séparer les territoires, nous dit qu'il y a un peu plus de 30%, presque 33%, donc un tiers de la population qui est rurale en France. Donc, est-ce que nos jeunes vivent dans une société vieillissante à l'échelle du pays? Oui. Est-ce qu'ils vivent dans une société, dans une France très urbaine? C'est là que vous voyez que selon les lunettes, le prisme que l'on utilise et les indicateurs que l'on utilise, la réponse est beaucoup plus nuancée, bigarrée. On peut donc retenir que en France, on a véritablement un enjeu de définition autour de cette proportion de personnes rurales, autour de la cartographie des espaces ruraux, qui ont été en tout cas jusqu'à aujourd'hui fortement diminués. Et donc, certains travaux de l'INSEE et certains travaux notamment autour de ce zonage rural que je viens de vous présenter, autour de la faible densité de population, réhabilitent, entre guillemets, le territoire rural et les populations qui y vivent. Alors ce tableau permet aussi de dire que c'est aussi un travail politique qui a permis l'émergence de ce zonage qui se poursuit aujourd'hui, et donc poursuivons notre voyage à travers ces zonages avec une carte qui est sortie très récemment, le 29 avril 2021, et qui croise certains indicateurs, pas uniquement la densité, pour essayer de montrer une diversité des territoires ruraux et qui fait bien ressortir cette ambivalence du territoire français que l'on voudrait très urbain pour pouvoir s'intégrer à la mondialisation en particulier, mais qui a aussi ses particularités d'un territoire relativement vaste et marqué par la disponibilité et la variété d'espaces. Et donc, on voit bien qu'il y a une gamme très multiple, c'est ces 4 gammes de vert, de catégories du rural qui sont marquées par la faible densité, mais dans lequel il peut y avoir l'influence d'une petite ville, d'un bourg, que l'INSEE nomme pôle, ou beaucoup plus autonome, c'est-à-dire des territoires véritablement marqués par la diffusion que vous voyez dans les couleurs les plus vert foncé. Pour les régions qui nous rassemblent ici dans le sud-ouest, vous voyez plutôt des régions marquées par la montagne, par l'altitude, par ces éléments physiques-là. Et on voit aussi les catégories de l'urbain qui émergent. Là, peut-être c'est plus catégorique, il n'y a que 2 catégories qui émergent. L'urbain dense, ce sont les cœurs des très grandes villes ou les cœurs très denses des petites villes. Et on voit aussi l'urbain densité intermédiaire, qui est donc la métropolisation, le processus de métropolisation qui est en cours autour de ces cœurs urbains denses dans lequel il y a de l'hybridation entre l'urbain et le rural. Donc, cette production de l'INSEE
nous permet de montrer cette diversité de territoires et surtout de mettre en évidence quelque chose qui va nous intéresser pour les modes d'habiter des jeunes, c'est qu'ils vivent finalement dans de l'urbain ou du rural, ils vivent tous, une grande partie d'entre eux, en relation ou dans un système dans lequel il y a une interdépendance entre l'urbain et le rural, entre de la campagne et une ville, qu'elle soit petite ou grande. Et donc, ça, c'est important que les zonages qui vont ensuite déterminer des politiques publiques ou des dispositifs, ou qui vont être une lunette à travers lesquelles on peut attribuer des crédits, des fonds à des acteurs de l'aménagement du territoire, il est important que ces zonages réhabilitent le rural et voire même réhabilitent cette vision de territoires qui ne sont pas en opposition, mais qui sont en interdépendance, qui s'influencent l'un l'autre, parce que, on le verra, dans les modes de vie, il peut y avoir aussi cette recherche d'une interdépendance et d'un rapport à la campagne, mais aussi à la ville. Pour terminer sur ce voyage à travers les zonages, je voulais porter à votre connaissance une dernière carte que je ne vais pas détailler, mais pour vous indiquer que quand on s'intéresse à l'espace rural, et donc c'est la carte qui est présentée ici, c'est-à-dire à l'espace qui est vraiment en dehors de l'espace urbain dense et des très grandes villes avec des grands nombres d'habitants, quand on s'intéresse à cette définition très large de l'espace rural, aujourd'hui, une grille d'interprétation du rural, c'est celle qui est présentée ici, des campagnes des villes qui sont fortement marquées par de l'hybridation, de l'interdépendance très très forte. Il y a aussi des campagnes productives et on voit que dans les départements qui nous rassemblent aujourd'hui, c'est véritablement le cas, ces gammes d'orange et de vert qui montrent qu'on est dans des campagnes encore marquées par des activités industrielles, pas que agricoles, et surtout vieillies. Donc, on est là, et je vais parler d'une certaine façon, de jeunes qui vivent dans une société vieillissante parce qu'ils sont dans cette catégorie de l'espace rural. Et il y a aussi des campagnes présentielles, c'est aussi le cas plutôt sur le littoral ou la montagne pour les départements que vous représentez et que vous connaissez, qui sont la dernière catégorie de l'espace rural. Donc, dans cette grille de lecture, nous avons, qui nous rapproche beaucoup, voilà, ces campagnes productives dans lesquelles c'est là que j'ai le plus travaillé avec des acteurs jeunesse et avec des jeunes. Pour terminer sur cette partie du voyage à travers les zonages, j'ai fait cette diapo pour vous, pour mémoire, que vous pourrez conserver, qui vous met en évidence le nom de l'étude, c'est les 4 cartes que je viens de présenter, les définitions, les critères de définition de rural et de l'urbain, et le nombre d'habitants, pour que vous reteniez que suivant comment on regarde le territoire, aujourd'hui, il peut y avoir 7% de population rurale, ou 35% selon la dernière carte que je viens de présenter des bassins de vie. Donc, il y a quand même un enjeu à se poser la question des définitions de l'espace rural, parce que pour tenir compte des jeunes qui sont une population qui est de plus en plus en minorité dans la société, pour tenir compte des jeunes ruraux, même si voilà, le terme est peut-être un peu catégorique, eh bien, si on s'intéresse à une phrase urbaine, uniquement urbaine, dans laquelle il n'y a que 7% de ruraux qui vivent, on peut passer à côté de certains profils de jeunes à prendre en compte et à accompagner. Donc, retenons bien qu'aujourd'hui, il y a 2 visions qui coexistent de ce territoire, qu'il y a une vision des espaces urbains depuis les années 2010, qui est portée par des organismes officiels, l'ex-Datar, la NCT par exemple, qui montre la polarisation du territoire français par les villes. Et ce travail-là, c'est un travail de représentation pour donner une visibilité mondiale à l'organisation du territoire français qui est très urbaine pour s'intégrer au processus de mondialisation et de métropolisation à l'échelle mondiale en particulier. Il faut retenir que cette idée d'aire urbaine, c'est quand même l'idée de faire ressortir un pôle et sa couronne. C'est une façon de représenter les territoires, mais qui ne fait pas beaucoup de place à la diversité des territoires ruraux.
Et bien évidemment, cette vision des espaces urbains, elle met l'accent sur la métropolisation qui est en cours et sur la dynamique qu'apportent ces métropoles dans les territoires. Mais bien évidemment, cette représentation-là, cette définition-là, elle passe parfois à côté de certains territoires ruraux, d'une grande gamme de territoires ruraux qui ne sont plus uniquement des territoires marqués par l'agriculture. Et donc, il y a, depuis les années 2010, quand même une occultation des territoires ruraux, et c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés dans ce groupe de travail pour essayer de réhabiliter aussi cette approche par le territoire rural, pour montrer qu'il peut y avoir une compréhension rurale de ce territoire, un territoire rural qui est marqué par la basse densité, par l'importance du local, par la proximité sociale, où une action publique est menée avec des objectifs d'organiser économiquement ce territoire, qu'on a affaire à des espaces ruraux dans lesquels des jeunes grandissent et qui sont multifonctionnels, qui ont une fonction productive, résidentielle, récréative, environnementale, patrimoniale, qui peut être source d'appropriation pour les habitants qui y vivent et aussi pour les jeunes. Et aussi, important pour les jeunes générations actuelles, ces espaces ruraux sont fortement marqués et acteurs de la transition écologique et de la transition agricole et alimentaire. C'est des territoires dans lesquels on teste le moins de pesticides, dans lesquels il y a une approche de l'écologisation de la production et une notion aussi d'économie de proximité, de sociabilité de proximité qu'on voit se déployer. Donc les espaces ruraux sont marqués par cette diversité, de l'hyper-ruralité aux espaces périurbains. Et je pense que pour comprendre les modes d'habiter des jeunes, pour les interroger et surtout pour les accompagner, il faut avoir cette définition, cette approche un peu plus nuancée du territoire français et pas uniquement qu'une France urbaine ou qu'une France très rurale et hyper-rurale. Vraiment pour terminer et passer aux jeunes, je voulais vous dire que nos jeunes qui vivent dans une société vieillissante, ils vivent aussi dans des territoires qui n'ont pas le même profil et évolution démographique. Les territoires que vous voyez en rouge sur la carte, ce sont les territoires qui perdent de la population fortement. Et on retrouve des territoires ruraux, productifs, je pense à l'Orne notamment. On trouve aussi les territoires très marqués par la désindustrialisation. Mais il y a une grande gamme de territoires ruraux et qui gagnent, entre guillemets, ou qui, comme en gris ou voire en orange, vous le voyez, cette couleur ici, sont stables. Donc des jeunes qui vivent aussi dans des territoires dont la démographie n'est pas florissante comme dans les très grandes métropoles, mais qui connaissent aussi une forme d'évolution, entre guillemets, normalisée depuis plusieurs décennies maintenant, qui est que le rural n'est plus marqué par l'exode rural. Ce ne sont pas tous les espaces ruraux qui sont marqués par cet exode rural, et donc certains départements du Grand Sud-Ouest, je pense à l'Aude, aux Pyrénées-Orientales, aux Pyrénées-Atlantiques, sont marqués, et au Gers par exemple, qui sont marqués par cette évolution. Les jeunes grandissent dans un territoire qui gagne ou qui est stable, parce qu'il y a du tourisme, de l'environnement, des montagnes, parce qu'il y a des ressources qui permettent à ces territoires de ne plus être des territoires de l'exode rural. Je vous propose une micro-pause pour vous montrer cette diversité des espaces ruraux et pour vous montrer le terrain de jeu de ces jeunes qui peut être bien diversifié entre des campagnes résidentielles, des campagnes productives, des campagnes patrimoniales. Pour continuer à avancer dans ces jeunes et où ils sont sur le territoire, quelques éléments rapides pour vous dire que quand on regarde la densité des jeunes, on voit que les jeunes adolescents sont présents partout sur le territoire. C'est cette carte ici en jaune qui montre que dans l'ensemble du territoire français, il y a des adolescents qui vivent dans l'espace des familles. Et l'espace des familles en France, ce n'est pas uniquement les villes, mais c'est ce qu'on a appelé très longtemps le périurbain et le périurbain éloigné, qui fait partie de ces campagnes vivantes, de ces campagnes des villes, y compris dans des territoires beaucoup plus ruraux, il y a des jeunes adolescents. Par contre, de 18 à 24 ans, on voit que notamment la recherche d'une formation mène les jeunes en ville, et donc cette carte-là fait ressortir une densité très supérieure des 18-24 ans, fait ressortir entre guillemets, le tapis urbain français, ce réseau des préfectures et des sous-préfectures, élément qui s'équilibre quand on regarde la densité des 25-29 ans, qui sont peut-être moins votre public cible,
mais dans lequel on voit que, y compris dans le Massif central, dans les Alpes, dans les Pyrénées, en Corse, on retrouve une densité identique de ces jeunes. Et donc, il y a un parcours résidentiel des jeunes qui ne les conserve pas uniquement dans les grandes villes. Autre élément sur nos jeunes, avant de décrire leur mode d'habiter, c'est vous dire qu'ils peuvent être considérés de façon assez différente si on étudie, enfin, si on regarde ce que nous disent les sociologues. Je ne vais pas approfondir beaucoup, mais pour vous dire qu'il y a une première grille de lecture qui est un peu périmée maintenant, mais qui nous dit qu'être jeune, c'est un état, voire même une culture, comme disait Edgar Morin, mais que c'est aussi un état qu'on peut instrumentaliser. C'était un peu la pensée de Pierre Bourdieu. Cette grille de lecture est un peu périmée, mais je pense qu'elle ressort de temps en temps, se dire que les jeunes, ben oui, c'est ça, c'est un état, c'est une culture, c'est des générations qui ont leur propre code, mais qu'on peut aussi instrumentaliser. Ça peut ressortir à certains moments de notre vie politique ou de notre vie sociale. Une autre grille de lecture plus récente et qui correspond quand même à des problématiques des jeunes, c'est de dire que les jeunes vivent un passage. C'est un âge de la vie. C'est un âge de la vie, oui, qui voit, c'est un peu la photo que j'ai mis, un individu sortir de l'enfance et rentrer lentement dans l'âge adulte. Et dans cette lecture de la jeunesse comme un passage, certains auteurs comme François de Singly ou Cécile Van de Belde nous expliquent que ce qui est problématique, c'est pas uniquement que la jeunesse s'allonge et qu'elle soit dans un passage qui trouve jamais sa fin, mais que ce passage n'est pas linéaire et qu'il est fait de nombreux boucles d'aller-retour, de difficultés, de retour chez les parents, de départ d'un nouveau job, d'un remplacement. Enfin, vous voyez, cette complexité que vous certainement vous cernez bien fait que ce passage est de moins en moins linéaire et que donc on n'est pas sûr que finalement la jeunesse soit un passage. Et comme on n'est pas sûr que la jeunesse soit un passage, la dernière grille de lecture qui est utilisée aussi, c'est de dire que la jeunesse, c'est une expérience, c'est un moment de la vie dans lequel les personnes, enfin plutôt les individus, expérimentent des rôles. À certains moments, je vais expérimenter le rôle de stagiaire, puis je vais expérimenter le rôle d'accompagnateur, puis je vais expérimenter un nouveau rôle dans ma famille, et que c'est cette expérience qui permet de rentrer définitivement dans l'âge adulte. Moi, ce que je retiens, comme je ne suis pas sociologue, c'est quand même ces trois éléments de grille de lecture pour essayer de voir à qui j'ai affaire. Et aussi de se dire que ce mot d'être jeune, enfin, ou la jeunesse, s'applique à une grande diversité de situations qui se combinent avec une grande diversité de territoires et que, du coup, pour les observer, je privilégie le qualitatif, d'être auprès pour essayer de réhabiliter ces modes d'habiter et ces pratiques des jeunes et pas essayer de les essentialiser ou de les traduire dans des grandes statistiques parce que ça me semble moins approprié pour comprendre ce qui est en train de se passer. Par contre, c'est vrai que la statistique serait utile pour pouvoir parfois prendre des décisions ou aller vers de l'action et c'est là que des observatoires, par exemple, peuvent être intéressants. J'en viens au mode d'habiter pour vous donner une autre grille de lecture. Je vais essayer de vous détailler des représentations, des pratiques, pour essayer d'écrire des rapports au territoire. Et ce rapport au territoire, en fait, je le lis à travers 4 activités des jeunes qui essaient de demeurer, de travailler, de circuler, de vivre ensemble dans ces territoires ruraux. Alors, je distingue, et certains de vous le connaissent déjà, et je reprends cette typologie, un premier type de jeunes dont les représentations sont assez classiques et négatives de l'espace rural. Une des citations qui exprime très bien le fait qu'ils se sentent limités, voilà, qu'ils se sentent un peu empêché, c'est ce jeune qui dit, ce jeune de 17 ans qui dit voilà, ici c'est assez limité, bon c'est vrai que ça bouge pas tellement, en fait ici il n'y a pas grand chose à dire. Donc ce qui marque l'espace rural et ce qui marque les représentations du lieu de vie, c'est le fait qu'il n'y a rien. Par contre, ce qui est ce qui est assez marquant, c'est que ces jeunes-là, comme j'ai mis sur la photo, eh bien, finalement, ils ont quand même des pratiques, ils sont actifs. Alors, ils vont avoir une mobilité très marquée par le local. Certains vont se sentir piégés, mais vont quand même faire de très nombreux petits déplacements occasionnels, des déplacements pour aller faire des courses, des déplacements pour aller rendre visite à un ami. Donc, ils ont une assez bonne maîtrise d'un territoire qui est très restreint. Et la figure qui se dégage, en fait, pour parler de leur rapport au territoire, c'est celle du piège, parce qu'ils ne se sentent pas en capacité de sortir de ce petit territoire
qu'ils maîtrisent bien et qu'ils vivent comme petits, comme négatifs, voire même parfois comme dévalorisants. Dans ce cas-là, on a vraiment une contradiction quand même, parfois, entre les représentations très négatives et les pratiques qui quand même ne traduisent pas, enfin, sont parfois beaucoup plus diversifiées, sauf que ces pratiques diversifiées, elles ne sont pas valorisées comme quelque chose qui apporte aux jeunes ou qui va apporter au territoire. C'est vrai que se déplacer pour aller rendre visite à des copains, pour aller voir un match de rugby, c'est pas la mobilité qui est la plus valorisée dans les parcours de vie. La mobilité qui est valorisée dans les parcours de vie pour travailler, pour se former, c'est la mobilité qui permet de maîtriser et de se propulser dans le petit bourg local, puis dans la ville locale, puis dans de très grandes villes, éventuellement dans d'autres régions, et qui permettrait voilà, de se construire un parcours. Donc là, on a affaire à une première partie de jeunes qui se sent limitée, qui vit l'espace rural comme un piège, mais qui dans les pratiques quand même voilà, a une série d'habitudes, de déplacements notamment, qui montrent une certaine maîtrise, mais qui n'est pas vécue et accompagnée comme ça. Un deuxième type de jeunes qui se distingue, eh bien, c'est ceux qui ont une représentation à l'inverse très valorisée, qui vont me dire en campagne on est isolé, c'est sûr, mais c'est mieux. Donc qui ont un jugement valorisant et qui perçoivent les ressources une partie des ressources de l'espace rural. Donc un discours et des représentations très positives, c'est presque des ambassadeurs de l'espace rural. Ambassadeurs pourquoi? Parce qu'ils ont ces représentations positives, mais aussi parce qu'ils les portent ailleurs, et ce sont des jeunes qui en général ont une mobilité alternante entre plusieurs lieux, le lieu de vie à la campagne et le lieu où je travaille ou le lieu où j'étudie, dans une petite ville ou dans une grande ville. Et donc j'ai souvent constaté que ces jeunes-là avaient une mobilité très simple, c'est une mobilité alternante entre la petite ville ou la ville et la campagne, qui a un rapport, une recherche de complémentarité entre ville et campagne. Et c'est la principale occupation, enfin pas occupation, la principale forme de mobilité. Et cette mobilité leur sert à tirer profit des avantages de la campagne et des avantages de la ville. Donc, dans leur rapport au territoire, il y a un rapport au territoire un peu à la carte. On prend le meilleur des deux et l'attachement fait qu'on peut être ambassadeur de son territoire parce qu'on porte une représentation positive. Mais la découverte de la ville ou le fait de vivre dans une société dite urbaine pousse nombre de ces jeunes qui ont cette représentation progressivement à s'installer proche des villes, dans des lieux plus urbains et à délaisser leur lieu de vie à la campagne. Un troisième et dernier type que j'avais identifié et que j'identifie aussi dans d'autres terrains à l'étranger, c'est des jeunes qui sont, ils sont ancrés. C'est des jeunes qui sont, entre guillemets, des partis revenus, qui sont venus s'installer. C'est ceux qui ont une très forte appropriation de leur lieu de vie rural, et parfois très rural, et donc la citation, elle exprime très bien, cette jeune fille qui a 25 ans à l'époque quand je l'interroge, me dit « mais mon chez-moi, c'est ici, c'est ma famille, c'est ma campagne, c'est mes amis, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. En fait, je suis bien là. » Et donc, cette citation exprime bien une représentation qui n'est pas normative, il n'y a pas de jugement de valeur sur la ruralité, c'est ce qui me définit. C'est là où je me suis construit aussi ailleurs, mais c'est là où je trouve des fondements. Et donc, c'est là que je suis reconnu, que j'apporte, et c'est le sens de ce sentiment d'appropriation qui marque le rapport au territoire. Ici, les pratiques, elles sont beaucoup plus marquées par une approche identitaire, culturelle de l'espace rural. J'ai beaucoup trouvé dans cette catégorie de personnes des jeunes qui avaient une affinité pour des langues locales, pour le paysage, pour une dimension environnementale. C'est ça que j'entends par une dimension identitaire et culturelle de l'espace rural, qui le font ressortir et qui marquent leur pratique, de loisirs et qui marquent leur pratique professionnelle. On construit un parcours professionnel pour pouvoir venir ou revenir s'installer dans une campagne dans laquelle on va pouvoir travailler ses ressources. Donc, il y a quelques années en Dordogne, c'était beaucoup le travail de la pierre.
aujourd'hui dans des territoires plus montagnards, c'est des projets alimentaires et agricoles. Et on trouve aussi ce type de profil autour de jeunes qui auraient grandi dans des campagnes dites périurbaines, périrurales, et qui cherchent à, encore une fois, s'installer ou être partis revenus vers des territoires encore plus marqués par la possibilité de valoriser ces ressources du patrimoine, ces ressources alimentaires, ce paysage et cet environnement. Donc voilà 3 grands types de jeunes, ceux qui se sentent piégés, ceux qui alternent et ceux qui ont beaucoup bougé pour revenir, ceux qui sont ancrés dans les territoires ruraux, mais qui ne sont pas exempts de mobilité. Ce type de jeunes-là aussi est capable de faire 50 km pour aller travailler et 50 km pour revenir, dans la mesure où ça leur permet de s'installer dans ces territoires qui sont le lieu d'un projet de vie, en fait. Pour en arriver à quelques éléments de conclusion et de généralisation, moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, être jeune et grandir dans l'espace rural, au niveau des représentations, ça veut dire que la ruralité est mobilisée pour ce qu'elle est. Et bien pour certains, elle est ce qu'on a retrouvé dans les typologies. Elle n'est pas grand-chose, hein, elle est un détail. Mais pour d'autres, elle est extrêmement valorisée, ce qu'on a aussi retrouvé dans les typologies qui nous montrent que la France est extrêmement rurale. Elle est partout. Je note aussi que dans les représentations, et c'est quelque chose que je vois émerger depuis quelques années, qui n'était pas forcément le cas dans le début des années 2010, il y a un sentiment de déclassement de ces jeunes. À travers les représentations, on voit que même quand on est attaché à la ruralité, qu'il y a un sentiment d'appropriation, une valorisation, il y a quand même un vécu plus fort parce que les conditions de vie se sont dégradées, et notamment à cause de la réorganisation des services depuis 2007-2008. Au niveau des pratiques, je vois que j'ai dépassé le temps de parole, mais j'arrive à la conclusion. Au niveau des pratiques, ce que je constate, et depuis que j'ai commencé ces observations en 2003 en Dordogne, c'est qu'il y a énormément de capacités d'initiative dans les diverses générations de jeunes que j'ai pu observer et que certains des étudiants avec qui je travaille observent encore aujourd'hui. En fait, ce qu'on constate, c'est que les jeunes diversifient l'activité des territoires ruraux dans lesquels ils sont. Ils sont toujours porteurs de projets qui vont être pile poil dans ce qui s'est fait dans le territoire, mais aussi des à côté. Et ça, c'est un des éléments qui nourrit la multifonctionnalité des territoires ruraux dont j'ai parlé tout à l'heure. Je note aussi qu'il y a un décalage, et je pense que des collègues l'ont dit aussi ici, qu'il y a un décalage entre les envies des jeunes et ce qu'on met en place pour eux. Parce que, bien évidemment, comme les jeunes ont des capacités d'initiative et diversifient l'activité des territoires, il y a des choses qu'on ne voit pas arriver. Et on fonctionne avec des dispositifs, des réflexes qui ne sont pas tout à fait en lien avec ce que les jeunes apportent. Et donc, la conclusion, c'est que des jeunes ruraux existent dans leur grande diversité, mais il y a une grande partie de leurs pratiques qu'on ne perçoit pas bien et qui peuvent être à mieux identifier, voire même à réhabiliter comme des pratiques qui vont construire déjà des parcours de jeunes, apporter à l'individu, mais aussi apporter au collectif qui vit à côté d'eux ou avec eux, encore mieux. Pour le rapport au territoire, eh bien, moi, je souhaitais mettre en évidence d'abord qu'il y a une forte dimension individuelle. Souvent, le rural s'est construit aussi dans une appropriation collective, les fêtes, les familles, il y a un héritage paysan qui fait que cette dimension collective était très forte. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous racontait Henri Mendras, on voit que les jeunes recherchent aussi cette relation, cette construction individuelle que le territoire peut leur permettre. Certains le cherchent en ville, c'est clair, hein, avec cet anonymat qui est possible, mais ça devient de plus en plus possible dans les campagnes françaises, et donc cette dimension individuelle, elle est recherchée par une grande catégorie de jeunes adultes, là, plus particulièrement. Ensuite, je retiens que dans les modes d'habiter, eh bien, ce qui est fondamental pour les jeunes, c'est travailler, étudier, aller faire ses courses. C'est les 3 actions qui déjà structurent leur mode de vie, mais c'est aussi les actions qui les relient à la ville. Alors, j'ai mis la ville au singulier, mais qui construisent, c'est ces 3 actions qui construisent l'interdépendance entre ville et campagne que beaucoup de jeunes recherchent. Je note aussi dans le rapport au territoire, et pour arriver aussi sur des questions d'accompagnement, que se dire que les jeunes vont en ville, ce n'est pas une politique d'accompagnement. Parce que quand je dis, oui, les jeunes recherchent cette articulation entre ville et campagne, eh bien, je constate bien que dans les politiques publiques, dans les dispositifs, on se dit, ils vont en ville, et c'est très bien, c'est leur parcours, restons-en là. Mais non, ce n'est pas une politique d'accompagnement. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui vont être accompagnés de façon familiale et d'autres qui ne vont pas l'être. Donc, ce n'est pas au sens propre une politique d'accompagnement, c'est juste observer que les jeunes vont en ville.
Et donc, autour de cette recherche d'articulation entre ville et campagne, que certains réussissent, que certains subissent et que certains aussi ne mettent pas en œuvre, même s'ils en auraient l'appétence, cette recherche d'articulation qui leur permettent aussi à certains de s'installer en milieu rural et d'avoir des parcours qui tirent profit de la diversité territoriale française, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est construit et qui est accompagné, ou en tout cas qui est très aléatoire. Pour terminer, je laisserai place à 3 questions, hein, parce que ce que je dis, voilà, j'ai dit jusque dans les années 2010, que les jeunes ruraux restaient quand même, que même s'ils se sentaient piégés, ils revenaient, ils s'installaient. Je ne suis plus tout à fait sûre qu'aujourd'hui, enfin en tout cas jusqu'à la crise Covid, c'était véritablement vrai. Donc pour que les jeunes restent, ou en tout cas aient des parcours qui leur permettent de considérer que l'espace rural, c'est un lieu de vie, et c'est un lieu dans lequel ils ont un projet de vie professionnelle, voilà, qui peuvent s'installer. Je crois qu'il y a un très fort enjeu qui est de dire qui s'occupe des jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est les familles qui s'occupent des jeunes. Et donc, on renouvelle beaucoup d'inégalités parce qu'on laisse le fait que les familles s'occupent de leurs jeunes. Donc, qui s'occupe des jeunes aujourd'hui de façon institutionnelle? Je pense qu'aussi un des enjeux, c'est que de nombreuses institutions, acteurs, aussi le monde adulte, ce monde vieillissant, doit pouvoir se laisser déstabiliser par des projets que j'ai qualifiés d'atypiques pour faire évoluer les pratiques d'accompagnement. Donc, en effet, réhabiliter le fait que les jeunes ont des capacités d'initiative et qu'ils peuvent donc diversifier les activités du territoire. Et dernier point, dernier enjeu, je dirais aussi que c'est important de garantir le développement des équipements et des services appropriés aux jeunes et appropriés aussi aux territoires ruraux qui ont donc des très jeunes et des très vieux, dans une relative proximité, sans injonction au numérique ou sans injonction à la mobilité, et que ça, c'est un des éléments de développement local des territoires qui me semble être un des enjeux très forts depuis quelques années, puisqu'il peut y avoir une forme de délaissement des territoires ruraux par les services publics. Et encore une fois, si on arrive à définir qui s'occupe des jeunes, on voit des exemples, et en tout cas j'ai vu des exemples dans le Cantal, d'organisations collectives qui montrent que l'intergénérationnel et les jeunes peuvent permettre aussi ce développement et cette adaptation des équipements et des services au service de tous. J'en ai terminé avec quelques minutes de retard, je vois, à mon chrono. Je vous indique, le temps que chacun reprenne ses esprits, une bibliographie avec des liens cliquables si vous voulez, si vous avez le temps de lire. Mais voilà, c'est ce sur quoi je me suis appuyée. Et puis, c'est ce qu'on va vous proposer aussi dans les prochaines séances de ces conférences, avec notamment les travaux de Yael Amsila-Mengui sur les filles du coin. Donc voilà, je vous propose ces références-là pour les avoir en tête, et aussi des jeunesses à voir. Il me semble qu'il y a eu aussi un rapprochement entre jeunesse urbaine et jeunesse rurale. Il y a des spécificités, mais il y a une série voilà, de documentaires, la web-série Jeunesse et Nouvelle Ruralité, qui est pile voilà, dans ce qu'on est en train de réfléchir, mais qui a été fait dans le Grand Est. Il y a ce documentaire qui avait été diffusé sur Arte, sur les jeunes qui ont vécu, qui ont grandi ou qui sont issus des classes sociales très supérieures, ce qui donne voilà, un reflet et un complément très, très important à ce que vous voyez dans les territoires qui sont, eux, plus ouvriers, plus classe moyenne. Voilà. Donc, une série de documentaires plus ou moins créatifs aussi. J'ai mis le skate moderne pour montrer les capacités d'initiative des jeunes qui pourront voilà, compléter ou vous donner du grain à moudre et du passer du temps pour compléter à ce portrait des jeunes ruraux. Et je vous remercie, j'espère que tout le monde est là et n'est pas en train de faire sa vaisselle derrière les petites vignettes noires. Merci beaucoup Mélanie pour cette intervention et vraiment pour dresser cet état des lieux, ce point de situation sur les territoires ruraux et sur les jeunes qui y résident. Cathy, je te laisse la main pour aborder les premières questions qui sont dans le chat. Oui, alors il y a déjà une première question, une personne qui s'interroge sur le recul de la démographie des moins de 24 ans, sachant que la France a connu une sorte de baby-boom dans le début des années 2000. Alors, que s'est passé depuis?
Alors, la France est un pays qui, en Europe, et parmi les pays dits occidentaux ou des Nord, en effet, a été souvent, enfin longtemps catégorisé comme dynamique par sa natalité. J'irai pas. Alors, comparé à d'autres pays, et notamment les cas les plus extrêmes, le Japon, l'Allemagne, en effet, la France a connu une sorte de baby-boom. Ceci dit, ça ne compense pas ou ça n'équilibre absolument pas le papy-boom des années d'après-guerre, qui fait qu'aujourd'hui, la pyramide démographique est beaucoup plus marquée par cette dynamique sociale du vieillissement de la population, qui fait que les jeunes sont en proportion plus nombreux que les plus de 65 ans, mais que la proportion progressivement, année en année, de ces jeunes réduit, alors que la proportion des, pardon de dire des vieux, des plus de 65 ans, elle, s'accroît. Et donc, on a une courbe en ciseaux qui met, voilà, au-delà, qui met en évidence ce vieillissement, qui traduit ce vieillissement et cette importance des catégories d'âge plus avancées en âge. Et alors, ce qui est un élément à retenir aussi, c'est que depuis quelques années maintenant, déjà, il y a des éléments de politique d'accompagnement de la famille qui ont été, dans les années 2010-2012, réorganisés, et que la natalité, qui était une exception démographique française, est en train de revenir à la norme, et que donc il y a aussi une baisse de la natalité. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de retenir cet effet ciseau sur les courbes entre des jeunes générations dont la proportion diminue et des vieilles générations dont la proportion augmente. Voilà, j'espère que n'hésitez pas à prendre le micro si je n'ai pas répondu comme voilà, si la réponse n'est pas claire, quoi. Oui, je continue donc avec les autres questions sur le chat. Donc, la question sur la diversité des profils et des jeunes. Donc, comment les politiques publiques peuvent-elles tenir compte de cette diversité justement de profils et de pratiques? Et est-ce que ces différents jeunes se rencontrent sur les territoires? Et peut-être aussi une question complémentaire, enfin une remarque de l'association Le Chemin qui dit « C'est bien dommage que l'accès à la culture ne soit pas un enjeu pour les jeunes ». Passe Culture, région Occitanie. Donc la diversité, alors en fait, c'est la difficulté des politiques publiques. Moi, j'ai beau jeu de parler de diversité parce que c'est la difficulté des politiques publiques que d'arriver à s'adapter à cette individualisation des parcours, aussi à cette individualisation des modes de vie. Et en effet, un des enjeux des politiques publiques aujourd'hui, c'était d'arriver à répondre à cette individualisation des parcours et de s'adapter à cette diversité. Donc, une des réponses, ça a été la territorialisation des politiques publiques. Donc, si la territorialisation des politiques publiques, ça veut dire s'adapter à des diversités de profils sociaux et sociologiques, s'adapter à des diversités à des profils territoriaux, très bien. Mais le problème, c'est que cette territorialisation des politiques publiques, elle s'est aussi accompagnée d'une mise en concurrence des territoires ou alors d'un accompagnement plus aléatoire. Il y a des régions qui savent faire, il y a des régions qui sont confrontées à des problèmes nouveaux et qui ne savent pas faire. Et donc, en fait, on a véritablement, enfin, cette question, elle met véritablement le doigt sur aujourd'hui, c'est quoi aménager le territoire? Comment on fait? Et la territorialisation, à mon sens, des politiques publiques est une réponse. Et je pense que je forme des étudiants en aménagement du territoire pour aller vers cette territorialisation, pour aller aussi à une territorialisation qui se fait à plusieurs échelles, hein, c'est-à-dire territorialiser, ce n'est pas uniquement à l'échelle de la région, ça peut être à micro comme macro. Mais cet aller-retour entre le micro et le macro se fait très mal et on a un État qui, malgré son héritage d'État-providence, a été beaucoup détricoté et ne sait plus trop comment se positionner pour aménager le territoire. Donc, c'est là que ma casquette d'enseignant-chercheur trouve ses limites. Je trouve que les propositions ont des difficultés à émerger, mais que du côté de la territorialisation des politiques publiques et du transfert aussi d'idées, c'est pour ça que ce groupe de travail me tient à cœur, je pense qu'on peut arriver à transférer des bonnes idées, des bonnes pratiques et à faire, en fait, ce qui compte, c'est que les idées circulent.
et qu'ensuite on ait un État qui arrive à trouver des moyens et à donner des moyens à des acteurs ou à des territoires de s'approprier ces dispositifs et de les mettre en œuvre, et non pas de les mettre en concurrence, ce qui a longtemps été le cas depuis que la DATAR a été rebaptisée DIACT, je sais plus, Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires. Dans les années 2000, on était vraiment dans une phase de mise en concurrence des territoires, ce qui a mené les territoires à se différencier, mais à se concurrencer les uns les autres. Et il me semble que quand on s'intéresse à des publics particuliers, les jeunes, en ce qui me concerne, mais ça peut être d'autres publics cibles âgés ou les mères célibataires ou peu importe, cette mise en concurrence ne porte pas ses fruits. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, il y avait la dimension culture aussi sur la question. En fait, je crois que les jeunes s'intéressent à la culture. En fait, c'était peut-être pas ce qui était sous-entendu. Je pense que les jeunes s'intéressent à la culture. Les jeunes ont des pratiques culturelles, mais ne sont pas reconnus comme telles. Et il y a aussi des cultures rurales qui sont souvent des cultures modestes, populaires, ouvrières, qui ne sont pas reconnues comme de la culture. Et donc, il y a une réflexion à avoir. Je sais qu'à FOI, il y a un petit programme de recherche sur les pratiques culturelles des jeunes avec 2 collègues du labo, Laurence Barthes et Mariette Sibertin-Blanc, et il y aurait peut-être de quoi échanger avec elles là-dessus. Mais il me semble que le mot-clé par rapport à ce que je disais, c'est aussi de réidentifier, de réhabiliter ce que les jeunes identifient comme une culture et s'en servir pour rendre cette culture vivante et l'accrocher à ce que d'autres considèrent comme de la grande culture. Merci. Je continue sur les questions. Pour ceux qui ont posé les questions auxquelles tu as répondu, n'hésitez pas à compléter ou interagir, soit sur le chat, soit en demandant la parole. Alors, il y avait une question concernant les jeunes qui vivent le territoire rural comme un piège. Est-ce que l'on ne retrouve pas cette représentation concernant les jeunes qui vivent dans les quartiers périurbains, donc notamment QPV? Et si oui, qu'est-ce qui caractérise plus particulièrement le territoire rural? Alors en fait, merci pour cette question, parce que je pense que je ne l'ai pas dit explicitement, mais à bien des égards, c'est parfois un peu, je ne sais pas comment dire, excessif de parler de spécificité de jeunesse rurale. Je pense qu'il y en a, mais il y a des points communs très très forts aux jeunes. Et donc ce sentiment d'être piégé, ce sentiment de captivité, il n'est pas propre à la jeunesse rurale. Par contre, il est, à mon sens, très identifié sur des jeunesses qui sont à la fois modestes, populaires, qui sont issus de ces de catégories populaires, et on retrouve ces catégories populaires dans des types de territoires bien connus, donc les quartiers prioritaires de la ville, les banlieues, voire même dans les hypercentres-villes, et c'est là qu'on retrouve aussi les plus forts taux de pauvreté, je rappelle, et aussi dans des campagnes industrielles et des campagnes productives, qui sont des campagnes beaucoup plus ouvrières qu'on ne le pense. Donc, bien évidemment, je porte une grille de lecture territoriale, mes excuses de géographe, mais il ne faut pas nier la construction sociale de ces territoires. Et il me semble que le fait qu'on s'intéresse aussi dans les jeunes à des catégories populaires, c'est ce que montre le travail de Yael Mselem-Mangui, et c'est ce que montre le travail de Nicolas Renaï à travers ces 2 bouquins, là, Les gars du coin et Les filles du coin, qu'il y a aussi une lecture sociale qui fait qu'il y a des points communs et que de nombreux éléments rapprochent jeunes dits urbains et dits ruraux. Et notamment, pour avoir une lecture un peu sociologique, cette idée de classe sociale les rapproche beaucoup. Ce qui est spécifique à la ruralité, ce n'est pas spécifique tout à fait dans les représentations, c'est spécifique dans les pratiques. Ce sont des jeunes qui parcourent le territoire, ce sont des jeunes qui ont une injonction à la mobilité. Pour aller au pôle emploi, il faut se déplacer. Alors, tous les jeunes se déplacent, y compris ceux des villes et ceux du périurbain. Mais ceux de l'espace rural n'ont pas de transport collectif, parcourent des distances plus longues et souvent ont des déplacements qui physiquement sont marqués par les saisons, l'altitude, les mauvaises conditions de circulation. Donc, c'est là que se porte la spécificité de l'espace rural. On pourrait même parler de milieu, parce que c'est les conditions physiques du milieu. Et
Autre élément, si je vous ai parlé aussi de toutes ces cartes-là, qui peut-être vous ont fait voyager, mais vous ont un peu noyé, c'est pour faire ressortir ce critère de la densité de population. L'espace rural, qu'on soit dans de l'espace rural proche des villes ou dans de l'espace rural dit éloigné des villes, en montagne, cette basse densité, elle est profondément marquante parce que il y a plus de zones non habitées, entre guillemets, d'espaces ouverts, d'espaces productifs agricoles, de lotissements, qui font que les distances à parcourir sont plus longues et que l'organisation de la mobilité, elle s'accompagne différemment que quand on vit dans une zone très dense dans laquelle il y a des alternatives aux véhicules personnels. C'est ça la spécificité, c'est plus dans les pratiques que dans les représentations. Et alors, du coup, il y a une intervention sur le net et les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils n'effacent pas la différence urbain-rural sur un plan socio-culturel? Et pour faire le lien aussi avec cette question, justement, le développement des nouvelles pratiques avec le télétravail, est-ce que ça limite la mobilité vers les territoires ruraux ou est-ce que ça augmente le fait que les jeunes reviennent du coup dans les territoires ruraux? Et est-ce que c'est un phénomène temporaire ou est-ce que tu penses que ça peut être un phénomène durable? Alors, premier élément de réponse sur la partie Internet, réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas l'impression que ça rapproche jeunes urbains et jeunes ruraux. Hein. J'ai l'impression que justement cet usage d'Internet, cet usage des réseaux sociaux, à un certain âge, il fait partie des, je sais pas comment dire, des codes générationnels à l'adolescence, mais à l'âge plus proche du passage vers l'âge adulte, ça devient une injonction là aussi. Il faut maîtriser le numérique. Il va falloir maîtriser voilà, tous ces réseaux sociaux pour avoir une identité numérique. Voilà. Et donc, cet usage collectif, social, se gomme un peu. Et donc, il ne me semble pas qu'une partie des jeunes ruraux, qui, comme je l'ai dit, pour beaucoup d'entre eux, sont des jeunes qui sont issus de classes sociales moyennes ou populaires, et tout l'accompagnement nécessaire pour maîtriser cette injonction à bien utiliser les réseaux sociaux. Donc, à mon sens, ça renouvelle un hiatus entre des jeunes qui ont été scolarisés dans des établissements dans lesquels le numérique est bien arrivé, parce que ça fait partie de l'enseignement général, de la culturation, voilà, et des jeunes qui ont été scolarisés dans de l'enseignement agricole, dans de l'enseignement technique, dans lequel on se concentre là-dessus. Et à mon sens, ça renouvelle aussi des inégalités sociales. Donc, je ne suis pas sûre que voilà, l'usage d'Internet les rapproche beaucoup. Par contre, voilà, je constate que, en ayant visité des maisons de services publics, là, les nouvelles maisons qui rassemblent les services publics, il y a des nouveaux métiers. Il y a des métiers d'accompagnateurs au numérique, il y a des métiers de médiateurs dont certains jeunes se sont emparés. Et donc, ça permet voilà, entre guillemets, l'existence de carrières qui peuvent se dessiner autour de ces métiers du numérique. Ce qui me permet de faire la transition avec le télétravail. Alors, c'est très difficile d'être en réaction avec cette actualité. Ce que je peux dire assez spontanément, c'est que, même si je ne suis pas là pour avoir des croyances, hein, mais je ne vois absolument pas un vaste exode urbain se mettre en place. Pour ce que je constate vivant à Toulouse, c'est qu'il y a en effet des gens issus de l'Île-de-France qui viennent acheter en banlieue toulousaine, avec voilà, la particularité de Toulouse, qui est une métropole assez rurale et une proximité avec des espaces verts, ouverts, naturels, agricoles, qui fait qu'ils ont le sentiment d'être à la campagne, dans une campagne extrêmement bien maillée, structurée, voilà, proche de l'hypercentre. Voilà. Donc, voilà, je pense que l'exode urbain n'est pas pour demain, même si ponctuellement, bien évidemment, on va avoir des relocalisations de travailleurs qui vont miser sur le travail pour s'installer dans un cadre de vie marqué par la basse densité. Et donc, c'est là où je pense que certains territoires qui ont réussi à maintenir un certain niveau d'équipement numérique, un certain niveau de commerce, de lien avec des villes pour la formation des jeunes et un certain niveau d'équipement de santé, de services de santé, pourront en effet jouer la carte du télétravail.
Mais je vois bien que, par exemple, les candidats au déménagement suite à la crise Covid, ils recherchent des petites villes dans lesquelles, éventuellement, voilà, on va avoir un petit hôpital qui ne fonctionne pas trop mal, on va avoir un accès à la culture, on va avoir un accès à la formation. Et donc, voilà, je vois bien des profils comme Albi, Foix, tirer leur épingle du jeu, et les territoires environnants tirer leur épingle du jeu. Je pense à Foix, par exemple, parce que nous y avons une antenne délocalisée de l'université qui est maintenue avec beaucoup d'énergie par le conseil départemental et par aussi les enseignants, qui a longtemps été décrié comme choix et qui s'avère être un véritable choix d'aménagement du territoire. Donc tous les sites délocalisés, je pense que je parle de Foix, mais je pense qu'il y en a d'autres qui connaissent d'autres sites délocalisés, font véritablement office d'aménagement du territoire qui permet de s'adapter à la diversité des territoires et qui permet de tirer profit des parcours résidentiels des Français, voire même des Européens. Alors, il y a un témoignage de Éric Chopin, donc, qui parle d'une étude qui a été menée en 2019-2020, donc une action en ZRR Vallée de Lille sur un financement FSE, donc auprès de jeunes de 18 à 29 ans. Et donc, avec des résultats obtenus donc, qui ont permis de poursuivre cette action, avec des outils comme une plateforme territoriale de partenaires animée par le responsable de l'UT, des chantiers éducatifs jeunes rémunérés. Et donc, Éric Chopin précise qu'il se tient à disposition pour en parler plus précisément. Une question de précision sur qui nomme-t-on les jeunes ruraux? Est-ce que ce sont ceux qui sont nés et qui ont grandi en milieu rural, ou bien est-ce que ça inclut aussi celles et ceux qui sont arrivés en milieu rural à l'âge, donc durant leur adolescence? Est-ce que ce sont des jeunes seuls, des jeunes qui viennent avec leurs parents, et est-ce que ces variables sont-elles pertinentes selon toi? Oui, mais merci pour cette question. En effet, alors dans ce que moi j'ai déterminé comme profil de jeunes ruraux, j'ai gardé cette définition que j'avais établie, enfin ce choix que j'avais établi pendant la thèse, notamment sur le terrain périgourdin et le terrain irlandais. C'est les personnes de moins de 25 ans qui vivent depuis au moins 5 ans dans un territoire défini comme rural. Et j'utilise en général les typologies des bassins de vie. La dernière, la carte que je vous ai présentée là, qui montre ces 3 grands types de campagnes: campagne des villes, campagne industrielle et vieillie, et agricole, productive et vieillie, et ces campagnes plus résidentielles et touristiques. Donc j'utilise pas des définitions avec les aires urbaines, tout ça, même si ça peut fonctionner, hein. Par contre, donc j'utilise depuis moins de 5 ans. J'utilise aussi dans la catégorie d'âge, je suis longtemps restée à 25 ans, et puis après je me suis un peu intéressée aussi aux agriculteurs qui sont considérés comme jeunes jusqu'à 40 ans, ce qui m'a permis de mieux accepter ma vieillesse à moi. Et donc j'ai aussi utilisé les définitions des sociologues. C'est en ça que c'est relativement intéressant quand même de faire de l'interdisciplinarité. En me disant que la jeunesse était un passage et que donc l'âge maximum était peut-être moins important, et que j'essayais de définir qui était jeune suivant comment chacun se définit. Quelqu'un qui a un travail, qui est en couple ou avec un enfant et qui ne vit plus chez ses parents, c'est un peu la définition d'Olivier Galland. Je considérais que ce n'était pas quelqu'un que je pouvais faire rentrer dans mes observations. Donc, quelqu'un qui cochait ces 3 critères de ne plus vivre chez ses parents, d'être en couple et d'être surtout parent, et qui travaillait avec un travail relativement stabilisé. C'était quelqu'un d'adulte. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, et beaucoup plus que 24% de la population si on tient à cette définition. Et des jeunes qui vont jusqu'à 40 ans, quoi, ou plus. Merci. Il y a une enquête qui a
actuellement en cours sur les liens entre la pratique numérique et le rapport au travail, donc dans le cadre de l'Observatoire des jeunesses et des politiques jeunesse du Lot, donc avec des résultats à venir dans quelques temps dont nous prendrons connaissance, Oui. voilà, et que nous diffuserons également certainement. Ouais. Voilà. Une question également sur donc, des actions, des dispositifs, des projets, des tiers-lieux, donc tout ça foisonne. N'y a-t-il pas aujourd'hui des difficultés et donc un enjeu à gérer la transversalité, la mise en synergie et à créer des espaces de co-construction entre jeunes et décideurs? C'est difficile de répondre non à cette question. Je crois que, en fait, ce qui pose sur le temps long, et je pense que vous travaillez peut-être, nombreux sont ceux d'entre vous qui travaillent davantage en proximité avec des élus que moi. Mais je trouve que ce qu'avaient mis en évidence Bertrand Colli et Daniel Even dans leur rapport du CESE là, sur jeunesse et ruralité, c'était cette défiance des jeunes envers les institutions et envers le politique. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais on est au-delà de 80% de défiance envers les élus. Voilà, donc ça, c'était quand même, factuellement, c'était une information très, très marquante et qui me fait plutôt réfléchir à, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre, les synergies qui pourraient être mises en place, alors pas forcément des tiers-lieux, tout ça, mais enfin, en tout cas, des espaces ou des moments dans lesquels il y aurait une coproduction de valeurs entre jeunes et élus. Parce que ce qui est en jeu, en fait, c'est ce rapprochement-là. Donc, à mon sens, ce n'est pas forcément à travers des effets de mode et des équipements qui peuvent être des effets de mode, mais qui se révéleront aussi être certainement utiles pour les territoires comme les tiers-lieux, parce que les jeunes y voient peut-être une réponse, mais qui n'est pas tout à fait appropriée à ce qu'ils recherchent, ce dont ils ont besoin. Et les élus, ils voient l'occasion de doter le territoire. Donc, chacun est dans son registre et ne donne que très peu l'occasion d'avoir des moments où jeunes et élus vont co-construire des représentations communes du territoire ou des diagnostics de leur territoire, ou voire même des valeurs communes. Et donc, à mon sens, les synergies elles seraient davantage mises à profit pour qu'en dehors des temps chauds politiques, les élections, il y ait une démocratie beaucoup plus participative, c'est le plus grand mot, mais en tout cas des moments, donc à travers de la participation ou à travers des moments de vie sociaux aussi. Je pense que peut-être que les fêtes de village vont tous nous rapprocher parce que c'est redevenu une valeur commune que de pouvoir spontanément être dans la foule, sentir les vapeurs de bière et les criques. Et donc, je pense que c'est plutôt la synergie autour de moments qui vont permettre de confronter des représentations, d'identifier s'il y a des conflits de représentation du territoire, du travail, de la mobilité, et de construire, d'identifier ce qui peut faire, alors dans le jargon actuel, on parle de commun, mais ce qui peut permettre de co-construire des valeurs entre les jeunes générations des territoires et les élus. Et alors, dans certains territoires, ça peut être des choses tout à fait institutionnalisées, comme les conseils municipaux des jeunes. Dans d'autres territoires ou dans d'autres moments de territoire, ça peut être de l'événementiel, un festival. Je pense que l'essentiel étant de multiplier et de mettre l'énergie au profit de la multiplication de temps dans lequel il y a du croisement entre ces élus et les jeunes. Merci. Et au-delà des élus, je pense que c'est les adultes. Sur ce sujet-là qu'on... Oui. Pardon, je disais, on cible sur les élus parce que je suis partie du constat que Bertrand Colli et Daniel Even avaient souligné, mais je pense que c'est plus généralement entre les jeunes et les adultes. Et parfois aussi, je me souviens, donc en 2005 ou 2006 en Dordogne, un petit groupe de jeunes avait travaillé à la réalisation d'un court-métrage et était allé chercher les vieux du village. Et là, c'était construit des représentations communes, des façons de faire la fête, des cultures locales qui avaient été extrêmement riches. Et ces vieilles générations, je me souviens, le vieux monsieur était venu participer au cinéma à la diffusion du documentaire et avait vraiment permis que le dialogue se renoue autour de nouvelles choses entre la génération des enfants et des parents, par exemple. Oui. Oui, donc une réaction sur le chat. Donc, difficile de rapprocher les jeunes des élus à l'échelle des communes en milieu rural.
car il n'y a que rarement des élus jeunesse en intercommunalité. Ça peut commencer à devenir le cas, mais l'agenda jeunesse est souvent assez pauvre et la proximité jeune-élu est alors moins grande. Ouais, la compétence jeunesse pour cette toute interco thématique obligatoire. en Ariège. Oui. Pardon. Oui. Et on n'en est pas encore là, effectivement, mais c'est sur ce sujet que nous expérimentons, nous en Ariège, hein, par le biais de deux expérimentations, deux projets distincts sur cette question, effectivement, de comment est-ce que on travaille cette place des jeunes et leur participation citoyenne et comment on ouvre des espaces de participation, comme tu viens d'en me parler. Un complément aussi, donc effectivement, de quelqu'un qui dit d'où l'intérêt de travailler à la place de l'enfant et du jeune sur la question de l'animation de vie sociale au-delà des espaces éducatifs formels. J'avais également une question donc, sur les relations intergénérationnelles. Sont-elles toujours facilitées et acceptées en milieu rural ? Est-ce que les rapports de pouvoir liés au rapport d'aînesse y restent plus marqués qu'en ville, même si des évolutions, bien sûr, sont repérables, l'âge des élus, des dispositifs inclusifs, etc. Des territoires dans lesquels j'ai eu quelques expériences, plutôt le Grand Sud-Ouest, j'ai trouvé que l'intergénérationnel était relativement présent, quoi. Par contre, ça ne se traduit pas dans la démocratie représentative. Et c'est là que toute l'activité, toutes les sociabilités, l'informel dans les territoires permettaient à ces relations intergénérationnelles d'évoluer, de se nouer, quoi. Voilà. Mais ça ne se traduit pas beaucoup dans les conseils municipaux, en effet. Et en fait, je connais trop mal le territoire urbain sur ces questions-là, enfin vraiment proprement parler urbain, pour pouvoir faire la comparaison. Une remarque, donc il faudrait définir des échelles de communes, car dans les communes d'au moins 5000 habitants, il y a des élus jeunesse. Effectivement, c'est pas… Alors, voilà, pour ma part, je pense qu'effectivement, on trouve très souvent dans des communes de cette taille-là des élus à l'enfance sur le champ de la jeunesse. Dès qu'on dépasse 12-15 ans, c'est beaucoup moins le sujet, quoi. Voilà. Oui, je pense qu'en effet, la question du découpage, c'est pareil, cette question de l'échelle, elle renvoie à la question du découpage territorial. Et il me semble qu'on vient de vivre une période de redécoupage intercommunal, de redécoupage régional, donc de réorganisation de ces frontières territoriales. Mais en fait, le découpage territorial n'est pas une politique d'aménagement du territoire. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a refait les régions, qu'on a poussé les communes rurales à être dans des intercos XXL, qu'on a fait de l'aménagement du territoire. Et donc, ce travail, par exemple, sur la question des jeunesses, ne s'est pas assez accompagné d'un travail sur la compétence enfance-jeunesse qui aurait pu, à mon sens, être rendu très rapidement obligatoire, de distinguer les problématiques liées à l'enfance, sur lesquelles, en effet, c'est capital pour les espaces ruraux, parce que c'est là que se construit quand même ce sentiment d'appartenance, cette identification, ces liens avec la famille, la sociabilité, et c'est là qu'il y a beaucoup du sentiment d'appartenance qui se joue, à distinguer de la compétence jeunesse, peut-être très, très différente à partir de 18-20 ans, dans lequel la question quand même de la formation, de l'insertion à l'emploi et puis aussi de trouver sa place dans cette société urbaine et vieillissante devient à proprement parler difficile pour les jeunes et dont l'accompagnement est extrêmement aléatoire d'un territoire à l'autre. Oui. Alors, moi, j'avais le temps que le chat soit à nouveau investi, puisque là, sauf erreur de ma part, je pense qu'on a fait le tour des remarques et questions. Moi, je voulais te demander, là, quand tu as déterminé un petit peu les 3 typologies de jeunes
entre ceux qui sont piégés dans le territoire, ceux qui alternent et ceux qui restent ancrés dans le territoire, mais qui sont beaucoup plus mobiles et qui donc y reviennent pour s'y installer. Est-ce que sur ces 3 typologies, tu as un ordre d'idée de la répartition, quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une grosse majorité de jeunes qui vont être piégés et voilà. Et sinon, alors peut-être pas en données chiffrées, mais est-ce que ça va dépendre justement des profils des territoires, d'une proximité ou non d'une aire urbaine? Enfin, quels sont les facteurs qui font fluctuer cette Alors, je vais donner la réponse que j'ai donnée avant la crise économique de 2008. C'est-à-dire, j'avais un petit échantillon et c'était un tiers, un tiers, un tiers. Voilà. Depuis, j'ai arrêté de répartir parce que c'est du qualitatif et que c'est difficile de tenir en compte. Ce que je constate, c'est que la crise économique a quand même renforcé le nombre de personnes que je pouvais mettre dans la catégorie de ceux qui se sentent piégés, en fait. Parce que les difficultés économiques, la disparition de certains services publics, la faiblesse aussi de certaines petites villes de l'espace rural à maintenir des commerces, une activité, a quand même beaucoup pesé sur les représentations. Mais je trouve aussi que certaines petites villes qui, justement, ont perdu de la dynamique parce que leur centre s'est délité, c'est leur périphérie qui a un peu gagné parce que les jeunes couples sont venus s'installer sur du foncier un peu moins cher. Voilà. Donc, il y avait quand même aussi la partie alternant qui est devenue un peu les jeunes s'y sont retrouvés ou les jeunes ménages s'y sont retrouvés, c'était comme un refuge. Donc, voilà, ces deux-là, je dirais que c'est ceux-là qui ont pris davantage d'importance quantitativement. Je dirais qu'aussi, ce qui fait pas, je pense que quand même, ce n'est pas des catégories figées. Plus on progresse en âge, plus on peut passer par les 3 figures, en fait. On peut être adolescent et s'être senti piégé. On peut avoir été en formation ou étudiant et être passé par le refuge et cette vision d'un territoire qui permet d'alterner de la ville à la campagne et de la campagne à la ville, et arriver à un projet d'installation à l'âge de 35 ans dans un territoire rural dans lequel on trouve des liens de sociabilité, une culture, la possibilité d'avoir un projet professionnel valorisé, quoi. Donc, je dirais que la progression en âge pourrait, même si c'est un peu linéaire, on pourrait expliquer ça. Je pense aussi que les accidents de la vie, que les problèmes économiques peuvent aussi faire passer de l'un à l'autre. Et donc, je me souviens, et je le constate sans arrêt, que des étudiants ou que des jeunes ados qui, enfin, ont le permis de conduire et la voiture, se départissent totalement de la première représentation du piège, en fait. Voilà. Et donc, quand il y a des moyens sonnants et trébuchants qui sont attribués à la mobilité, et pas uniquement un accompagnement et une éducation à cette compétence, on peut aussi favoriser d'autres pratiques, quoi. Et je pense que ce sera intéressant aussi de confronter cette lecture avec ce que Yael MCM Mengui pourra dire sur les filles, parce qu'elle aussi, elle parle beaucoup de cette figure du piège. Et donc, il y a aussi quand même, je pense, des critères entre guillemets économiques et sociaux qui rentrent en ligne de compte. Et de genre, bien évidemment. Alors, il y a Christophe Dansac qui indique qu'il y a un travail en cours en Ardèche pour une autre typologie des jeunes et de leur mode d'habiter, donc avec des résultats intéressants, donc avec 6 profils qui émergent de leurs travaux qualitatifs. Et il joint dans le chat un document à télécharger. Super. Et ils vont présenter leurs travaux, il me semble, lors d'un séminaire le 1er et le 2 juillet. Je ne sais pas si ça sera suivable en numérique. Tout à fait. Ma collègue Cécile, qui est là, peut peut-être en dire 2 mots, puisqu'elle est branchée avec cette équipe de recherche. Super. Oui, Mélanie, tu seras là aussi, pareil. Il paraît, oui. Bon, on se verra. Non, je précisais juste que c'est une typologie qui a été faite sur le modèle de l'idéal type, et ça concerne les parcours, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Mais bon, vous l'avez là, du coup. Je ne sais pas si on peut d'ores et déjà diffuser les résultats, Christophe. Là. Je ne sais pas non plus. Voilà. Donc, bon. Et il va y avoir une publication fin d'année.
Pardonnez-moi si j'ai fait une faute, mais il me semblait que ce document-là, je l'avais pris sur leur site. Non, mais je me trompe peut-être. Je ne sais pas si c'est ce que je t'ai envoyé ou pas. Bon, bref, en tout cas, voilà. Alors, merci à tout le monde de ne pas diffuser ce document en dehors du cercle déjà trop élargi que nous sommes. Non, mais on note, que ça sera du grain à moudre pour des prochaines conférences et peut-être même physiques en vrai. Sur la question des politiques publiques, des élus, des décideurs, donc il y a aussi des remarques. Donc quelqu'un qui dit, donc à mon sens, il est important de faire entendre aux élus décideurs qu'il faut séparer enfance et jeunesse dans les discours et les intitulés. Les jeunes avec plein de S, donc déjà freinés par le côté institutionnel, ne veulent pas être associés à l'enfance. Et une autre remarque que je recherche, voilà. Donc, donner la compétence enfance-jeunesse à de grosses communautés de communes éloigne les jeunes des décisions. Voilà. C'est surtout ces intercos XXL éloignent tout le monde des élus, des décisions. Voilà, je pense que en effet, ce découpage est assez problématique, quoi. Et c'est vrai que dans les recherches sur l'aménagement du territoire, on est un peu face à un hic, quoi, parce qu'on vient de passer une période de Big Bang territorial qui a abouti à ça. Et donc, en fait, on se rend compte que les acteurs locaux, les élus, les techniciens, les DGS là, du service urbanisme, voilà, n'ont pas le temps de définir un projet de territoire, de faire de la concertation. Donc, en effet, je suis bien consciente que accorder la compétence jeunesse, ça éloigne, mais ce n'est pas parce qu'elle est accordée à une interco, c'est parce qu'elle est accordée à une interco XXL en général. Et je pense qu'en fait, ce qui compte, c'est surtout cette réappropriation de cette compétence et qu'on va voir se réorganiser sur des modes, je pense, spontanés, des vieilles solutions qui ont permis au développement local d'émerger dans les années 70, un peu d'autodéveloppement, des collectifs qui vont se faire, qui vont se défaire autour de problèmes qui se posent au territoire. Et l'enjeu, c'est bien évidemment de laisser faire ces collectifs. Si on doit remonter des syndicats mixtes comme à la belle époque des années 70, et bien qu'il y ait des syndicats mixtes, je ne sais pas, des coopératives, des collectivités, mais c'est surtout qu'on arrive à faire circuler ce qui se fait où pour que ça permette aux territoires dans lesquels ça ne prend pas, et bien quand même de pouvoir accompagner, alors pour ce qui nous intéresse ici, de l'enfance à la jeunesse très âgée, mais aussi sur d'autres territoires très vieillissants, les personnes âgées, vieillir et finir sa vie à la maison, ce genre de choses, quoi. Pallier le déficit en service public, ainsi de suite. Et donc, je pense que l'enjeu, c'est véritablement l'accompagnement de ces initiatives locales pour qu'elles arrivent à se concrétiser, même quand elles sont dans des intercommunalités XXL, quoi, et que l'intercommunalité soit une interco de gestion. Oui, effectivement. Donc là, c'est un élu qui parlait de cet éloignement, effectivement. Après, c'est voilà, d'autant plus fort que ça vient de donner témoignage. Oui. Et c'est vrai que pour apporter un témoignage, on a cette réflexion, nous, en Ariège aussi, sur certains projets qui sont menés sur une échelle même intercommunale. Bon, on a des intercommunalités qui ne sont pas très grandes en termes d'espace, certaines en tous les cas, mais pour lesquelles on trouve aussi assez rapidement des limites puisque les jeunes se déplacent, sont mobiles au-delà des frontières de l'intercommunalité. Et donc, voilà, on a aussi cette question de comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux les jeunes bien au-delà des frontières parce qu'eux ne se limitent pas au territoire intercommunal. Tout à fait, ouais. Ça dépasse, ces frontières-là dépassent les modes d'habiter. Et c'est pourquoi je disais que redécouper le territoire n'est pas une politique d'aménagement du territoire qui s'est adaptée ou qui serait adaptée à l'évolution des dynamiques sociales. En fait, ce n'est même pas des modes de vie, c'est des dynamiques sociales. Et en effet, ça est très problématique. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail qui se fait en intra-territorial
et que tout ce qui relève de l'extra-territorial, les géographes ont beaucoup parlé, Martin Vanier, peut-être vous connaissez, Réquier Desjardins, d'interterritorialité. Et en fait, tout ce qui relève de l'interterritorialité, on voit bien que du point de vue de tous ces travailleurs de l'aménagement du territoire, ça ne marche pas bien, c'est complexe, c'est difficile, c'est de la bureaucratie, c'est du temps passé à pas grand-chose. Voilà. Et donc, je pense que c'est plutôt... voilà, il y a beaucoup de choses à faire en intra, et c'est l'extraterritorial, comment on organise ce dialogue-là, quoi, avec les voisins comme avec les échelons supérieurs. Et donc, comme il est midi, peut-être clôturer sur une dernière intervention. Donc, participer à la décision, ça s'apprend. Au-delà des ados, les enfants de l'école, dans les CLAE, les centres de loisirs, ont des espaces de participation. J'ai perdu la suite du message, pardon. Voilà. Donc, ont des espaces de participation pour porter des projets d'enfants. Cette habitude, si elle est prise, se traduit ensuite par des projets de jeunes et des jeunes convaincus de leur impact réel. Oui, c'est un témoignage important à retenir. Après, il faut que les adultes soient aussi prêts à entendre les projets mal formulés des jeunes qui ne se sont pas préparés, qui n'ont pas suivi ce parcours de formation à la participation. Mais bien évidemment que comme je le disais, ce qui se joue dès l'enfance est primordial pour la citoyenneté, en fait. Ce n'est pas uniquement que pour les territoires ruraux. Je me permets à ce propos-là de souligner justement les travaux qu'on avait faits dans le cadre de l'enquête JATRIM, qui ont donné lieu là, justement à une publication dans la revue Vie sociale, où on constate en fait que les jeunes ruraux sont des jeunes sans cité. On les a qualifiés comme ça avec Cécile Vacher. Sans cité au sens où il y a effectivement un manque de pôle urbain, et sans cité aussi parce qu'ils sont en manque d'espace de représentation et d'espace de parole. Et dans cette étude, pour rebondir sur les propos de Sandrine, on montrait de manière très très basique en fait qu'avec l'âge, alors c'est pas une étude longitudinale, hein, c'est transversal, mais avec l'âge en fait, les jeunes se spécialisaient en quelque sorte dans des rôles de représentants ou au contraire dans des rôles d'effacement. Et ça commence avec un effet très très simple. Le simple fait d'avoir été délégué de classe dans le système scolaire entraîne déjà une plus grande propension à essayer de représenter les autres jeunes. Avec un biais qu'on connaît, qu'on a identifié aussi dans l'enquête JATRIM, c'est que les jeunes qui habitent dans des communes classifiées rurales par l'INSEE sont moins probablement délégués que les autres, ce qui s'explique notamment par le fait qu'ils soient éloignés justement des lycées, des collèges, et que potentiellement, pour devenir délégué, il faut pouvoir participer au conseil de classe, etc. Et donc, on a un effet là en quelque sorte de désencapacitation des jeunes ruraux à représenter les jeunes de leur territoire, alors qu'on observe, nous, que grosso modo, il y a plus de 40% des jeunes qui seraient d'accord pour représenter les jeunes de leur territoire. Donc des jeunes qui veulent porter leur voix. Voilà. Merci. Florence, je te laisse la parole de conclusion. Oui, merci beaucoup. Effectivement, on arrive à la fin de ce temps d'échange. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup pour vos interventions. Effectivement, vos remarques, vos questions. On voit combien ces temps sont importants pour poser un peu un cadre de réflexion et d'échange. Et aussi, merci à toi, Mélanie, aussi d'apporter des réponses concrètes aussi. Parce que, voilà, comme le rappelait Guillaume, la vocation de ce cycle de conférences et de ces rencontres, c'est aussi de pouvoir donner des billes un peu concrètes, une manière aussi de s'approprier les savoirs universitaires de façon très pragmatique pour voilà, les intégrer aussi dans des réflexions, dans des pratiques de son quotidien. C'est vraiment voilà, l'ambition de ce cycle de conférences. Alors, je rappelle d'ailleurs
qu'effectivement, on ouvre ce cycle avec toi, Mélanie, et que la prochaine rencontre aura lieu le 11 juin avec donc Yael Anselem-Mangui sur la question, enfin, par rapport à son dernier ouvrage qui s'intitule Les filles du coin, et donc qui évoque les conditions de vie des jeunes filles donc, sur les territoires ruraux. Donc ce sera le 11 juin. Et puis une prochaine conférence est prévue plutôt à la rentrée, on vous confirmera la date, avec Véronique Borde sur justement les questions de participation, qui sont effectivement un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui continue à s'inscrire dans nos préoccupations parce que, bien évidemment, entre la crise de la démocratie représentative, les tentatives aussi de démocratie participative depuis plusieurs années aussi, et de vouloir ancrer ces démarches-là auprès des jeunes, eh bien, ça reste un sujet sur lequel on a encore besoin de travailler et de confirmer un certain nombre de choses. Donc, du coup, voilà, cette conférence de la rentrée, on va dire, sera plus spécifiquement dédiée aux questions de participation. Voilà, merci Mélanie pour l'intensité voilà, des réponses. C'est vrai qu'en visio, voilà, on ne prend pas beaucoup de temps de pause, même entre les interventions. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu une course. C'est un peu compliqué voilà, de maîtriser le rythme. Donc, merci à toi pour cet exercice. Merci vraiment à tout le monde aussi. Voilà, pour votre participation. Donc, la conférence a été enregistrée. On vous enverra aussi donc les liens pour la prochaine conférence d'une part, mais également voilà, le document de Mélanie et d'autres documents, bien sûr, qui vous seront utiles. Je pense n'avoir rien oublié. Mes collègues, du coup, Olivier et Guillaume, ont pris des notes également. Donc, on vous enverra aussi une forme de compte rendu des échanges. Voilà, mes chers collègues, si vous avez des choses à rajouter, je vous laisse la parole avant de nous quitter. Merci, je vous remercie. Je me sens privilégiée de pouvoir voilà, interagir avec vous et j'espère que ce cycle de conférences voilà, nous donnera d'autres occasions. Non, pas forcément grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'on s'aperçoit de l'engouement de cette thématique jeunes et ruralité là, qui est de plus en plus mise en exergue là, dans nos territoires respectifs. Et voilà, c'est très intéressant en tout cas de voir le niveau de participation, de questionnement, de très bonnes pratiques aussi qui sont mises en place. Donc, je pense qu'on commence un peu à entrevoir des éléments de réponse. Et puis, voilà, on débute ce cycle et il tarde déjà de voir un peu les retours des uns et des autres par rapport à ce lancement. Voilà, en tout cas, on commence un peu à l'entrevoir. Merci de votre participation, en tout cas. Très bien, et je relaye beaucoup de remerciements qui sont mis au fil de l'eau sur le chat pour Mélanie, pour l'organisation, pour le partage. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Je coupe l'enregistrement. Bonne journée, au revoir.